Bonsoir, bienvenue à l'Institut Giacometti. En prononçant ces mots, bonsoir et Institut Giacometti, je suis heureux, je suis d'autant plus heureux de vous accueillir ici, que c'est la première séance de nos séries de conférences qu'on peut organiser dans notre nouveau lieu qu'on a ouvert en juin dernier. Je suis content aussi de vous voir aussi nombreux pour venir saluer la relation d'amitié, profonde relation intellectuelle entre Alberto Giacometti et Jean Genet au travers de deux éminents connaisseurs de leur œuvre et de leur personne, Albert Dichy qui m'accompagne à ma droite et Tahar Benjeloun. L'Institut, vous le savez, cet espace d'exposition qui veut en même temps contribuer à promouvoir la recherche sur la période moderne. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on organise nos conférences également. La première exposition, je suppose que la plupart d'entre vous la connaissent, l'ont visitée peut-être, l'ont appréciée, j'espère, est donc consacrée à la relation entre Alberto Giacometti et Jean Genet. Je reviendrai très brièvement sur cette rencontre, cette affinité qui s'est nouée entre les deux créateurs, mais on a voulu donc, dans le cadre de cette exposition et en lien avec l'atelier d'Alberto Giacometti que nous avons pu reconstituer dans la partie inférieure de ce bâtiment, prolonger donc la réflexion en interrogeant ce qui a pu nouer cette relation entre Alberto Giacometti et Jean Genet. À ma droite, donc, Albert Dichy est un éminent spécialiste de l'œuvre de Jean Genet. Albert, vous êtes critique littéraire, vous faites partie du comité directorial de l'IMEC, l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine. Cet institut, je le dis très brièvement, a pour mission de mettre en valeur les fonds d'archives et d'études des principales maisons d'édition du XXe siècle. Vous êtes donc, comme j'ai dit, un spécialiste majeur de l'œuvre de Jean Genet. Vous avez été coéditeur de son œuvre théâtrale à la Pléiade et vous avez consacré une partie de vos publications à des rééditions d'inédits ou d'œuvres de Jean Genet. Parmi les ouvrages que vous avez commis sur Jean Genet, on peut citer La bataille des paravents, L'ennemi déclaré, qui était une édition critique des textes politiques de Genet, et Jean Genet, un essai de chronologie. Mais ce n'est pas simplement à ce titre-là que vous êtes présent ce soir, c'est aussi parce que vous avez interrogé la relation entre Alberto Giacometti et Jean Genet dans une exposition pour laquelle vous aviez contribué au commissariat, au MUSEM en 2016, vous la connaissez peut-être ici, il s'agit de Jean Genet, L'échappée belle, et au cœur de cette exposition, vous aviez situé cette relation entre Jean Genet et Alberto Giacometti autour du texte formidable de Genet sur Giacometti, l'atelier d'Alberto Giacometti. Voilà. Et nous sommes bien sûr très heureux ce soir de pouvoir accueillir Tahar Benjeloun, grand écrivain, membre de l'Académie Goncourt. Vous m'aviez rappelé, lorsque je vous ai demandé une courte présentation à faire pour l'annonce de la conférence, vous m'avez rappelé que vous étiez né à Fès. Je prends la peine de le rappeler parce que ce n'est pas parfaitement anecdotique et on verra peut-être en quoi il y a quelque chose là de lié à votre regard sur l'œuvre d'Alberto Giacometti et à votre relation avec Jean Genet. En effet, vous n'êtes pas simplement l'écrivain qu'on connaît, celui qui est passé par des études de philosophie et qui peint également. Vous avez connu Jean Genet, puisque vous l'avez rencontré en 1974, et vous l'avez consacré en 2010 un ouvrage qui retrace cette relation d'amitié. Jean Genet, Menteur sublime, publié chez Gallimard. Et pour Giacometti, vous avez publié en 90, et ça a été republié plus tard chez Gallimard également, Giacometti, La rue d'un seul. Et vous êtes donc au cœur, au mi-temps, au milieu de ces deux œuvres d'Alberto Giacometti et Jean Genet. J'en rappellerai très rapidement les parcours
les étapes marquantes. Jean Genet et Alberto Giacometti se rencontrent en 1954 par l'intermédiaire de Jean-Paul Sartre. S'ensuit jusqu'en 1957 une relation entrecoupée. Genet vient poser dans l'atelier de Giacometti, ce qui occasionne une série de dessins, 10 dit Genet dans son texte, 4 que l'on connaît effectivement, 3 peintures, et surtout ce texte fondamental dont Picasso a dit qu'il était l'un des plus beaux textes d'un écrivain sur un atelier d'artiste, l'atelier d'Alberto Giacometti, d'abord publié à l'occasion d'une exposition d'Alberto Giacometti en 1957 à la Galerie Mag, puis réédité aux éditions L'Arbalète. Et ce texte, l'atelier d'Alberto Giacometti, est un guide dans la rencontre entre les deux artistes. Je ne vais pas garder la parole, mais pour commencer cette discussion, je voulais interroger, vous en parlez, Albert Dichy, dans votre texte que vous avez publié dans le catalogue de l'exposition. Vous avez parlé d'un moment Giacometti chez Genet, et il me semble, vous également, Tahar, que lorsque vous avez connu Genet, il n'était plus dans le moment Giacometti, mais sa relation avec Giacometti demeurait vivante comme une étape importante de cette vie. Vous avez rencontré le Genet des écrits politiques, de l'engagement qui aboutira au Captif amoureux. Et il est dans la distance peut-être avec cette période liée notamment à Sartre. Donc voilà, je voulais commencer par cette question du moment Giacometti chez Genet, qui pourrait devenir peut-être aussi un moment Genet chez Giacometti. Qui commence tard. Alors je crois qu'il faut... Oui, bonsoir. C'est vrai quand j'ai rencontré... Enfin, je rectifie toujours. C'est Jean Genet qui m'a rencontré et non pas le contraire, parce qu'on ne rencontre pas Jean Genet. Il vous cherche et il vous trouve, et c'est lui qui décide du temps, du moment, etc. Donc quand il m'a trouvé, il ne voulait surtout pas parler littérature. Il revenait des camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, et son obsession, c'était d'écrire quelque chose dans la presse française pour dénoncer ce qui se passait dans les camps. Et moi, j'avais tellement envie de lui parler de Journal du voleur ou de Giacometti. Enfin, il dit, ne m'emmerde pas avec ça, ça ne m'intéresse pas du tout. N'empêche, un jour, il m'a offert le petit texte de l'atelier Giacometti. Il m'a donné ça. Et je l'ai lu, j'étais fasciné. Je connaissais très mal Giacometti, bien sûr. Mais plus jamais parler de ça. Alors, il m'a juste dit qu'il avait posé 2 fois pour Giacometti, qu'il en a fait peut-être 3 portraits, dont un. Il avait donné un à Abdallah, son amant de l'époque. Abdallah, c'était juste au début de la guerre d'Algérie, c'était le fameux funambule. Bon, Abdallah va se suicider. Et on trouvera dans la chambre où Abdallah s'était pendu des textes de Genet maculés de sang. Et peut-être que le portrait a été vendu par Abdallah pour très peu d'argent, j'imagine, et on ne sait pas ce qui est devenu ce portrait. Donc j'ai connu Genet à un moment où vraiment son obsession c'était la Palestine et rien d'autre. Mais de temps en temps, il y avait des moments où il faisait une petite marche arrière, pas pour parler de son œuvre à lui, mais pour parler de Giacometti et de Nerval. Pourquoi Nerval? Un jour, je lui dis pourquoi Nerval? Parce qu'il me dit c'est le seul poète qui m'intimide. Il en parlait en relation avec Giacometti, ou c'était non, pas l'un et l'autre? Pas du tout. Alors Giacometti, il me parlait de la poussière. Et je sais qu'Albert a écrit un texte magnifique sur la poussière. Et c'est vrai que lorsque j'ai visité beaucoup plus tard l'atelier de Giacometti, il y avait encore cette poussière, même peut-être qu'elle n'existait pas réellement, physiquement, mais je l'imaginais tout à fait. Et un sculpteur, un artiste travaille avec la poussière. Et il m'a dit les choses les plus intéressantes sont sous la table, pas sur la table. Parce que je crois que Giacometti cachait les trucs qu'il considérait ratés ou pas achevés ou des choses comme ça. Et il m'a parlé quand même pas mal de Giacometti. Ça, je me rends compte avec le temps. Il m'a pas mal dit des choses sur Alberto.
mais pas tellement sur la vie, sur sa... Il m'a dit la seule chose, c'est que je ne pouvais pas rester tranquille pendant qu'il essayait de me dessiner. Ça l'embêtait beaucoup de rester sans bouger, mais il bougeait beaucoup, Jean Genet, quand même. On voyait, dans le portrait, on voit qu'il y a plusieurs esquisses. On voit que c'est un portrait en mouvement, ce n'est pas un portrait figé. Oui, bonsoir. Quel plaisir de parler dans une aussi belle salle sous le regard des femmes de Venise de Giacometti, qui était justement dans l'atelier de Giacometti au moment où Genet venait lui rendre visite. C'était un travail qu'il faisait en même temps à peu près à cette époque. Bien sûr, je comprends très bien que je n'ai pu te dire tard que effectivement, il n'avait pas envie de parler de Giacometti à l'époque où vous vous êtes vus. Mais tout de même, il y a cette chose quand même assez incroyable qui se passe plus tard, c'est-à-dire 7-8 ans après votre rencontre, en 1981, Genet accepte de faire un entretien pour un film qui ne devait paraître qu'après sa mort. Et dans cet entretien, on l'interroge un peu sur le pays qu'il a le plus aimé. Il dit la Grèce. Il parle des personnes qu'il a le plus aimées, des jeunes gens. Et il cite Abdallah, dont tu as parlé, et Jean de Carnin, qui est la figure principale de Pompes funèbres. Et puis, la personne... on lui demande quelle est la personne que vous avez le plus admirée, et il répond Alberto Giacometti, ce qui est déjà assez fort, mais il ajoute le seul. Or, Genet avait rencontré tout le monde, je veux dire Sartre bien entendu, Picasso, Cocteau, il avait traversé, même s'il a traversé le monde littéraire et intellectuel dans sa marge la plus éloignée, il a quand même croisé beaucoup de gens. Donc, Giacometti le seul. Lorsque j'ai lu les deux très beaux livres du modèle japonais de Giacometti, Yanai Hara, il dit une chose, il dit personne ne pouvait venir déranger Giacometti pendant qu'il travaillait. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait, à l'époque où je le voyais, venir quand il voulait sans s'annoncer, c'était Genet. Et il dit Genet, c'était l'exception. Donc d'un côté le seul, de l'autre l'exception. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation de si particulier pour qu'il y ait eu ce caractère, parce que Giacometti avait quand même aussi, lui, connu tout le monde. Je veux dire, le nombre, il n'y a pas un artiste qui a eu autant d'hommages d'écrivains que Giacometti. Et les plus grands, Sartre, Léris, Dupin, je veux dire, il y a Bonnefoy, je veux dire, on pourrait énumérer les écrivains qui ont écrit sur Giacometti. Et James Lord disait que ce petit livre-là, qui fait 40 pages, était le texte qui avait le plus compté pour Giacometti. Alors, cette relation, elle est quand même énigmatique parce qu'on ne peut pas imaginer deux personnes plus dissemblables que Genet et Giacometti. L'un est l'homme qui ne tient pas en place, qui habite à l'hôtel, qui bouge tout le temps, qu'on ne peut jamais saisir. Tu disais, on peut pas avoir rendez-vous avec Jean Genet, c'est pas possible. Il est tout le temps ailleurs, il bouge tout le temps. Et de l'autre côté, l'homme le plus fixe dont on puisse rêver, je veux dire Giacometti, 40 ans, qui ne bouge pas durant 40 ans de son atelier, qui déteste voyager. Il faut vraiment qu'il y ait une exposition pour qu'il aille. La première fois où il va à New York, c'est vraiment très très tard. Giacometti est l'homme de la famille, l'adoration de la mère, l'adoration de toute la fratrie. Genet solitaire, hors famille. On est vraiment devant deux personnes qui, au fond, a priori, n'auraient rien à voir. A priori. Et il se passe quand même quelque chose entre eux qui est particulier.
Alors moi, je le connais mieux quand même Genet que Giacometti. Je vois un petit peu ce qui a pu se passer du côté de Genet. Du côté de Giacometti, c'est moins clair, parce qu'au fond, d'une certaine façon, Genet a l'air très mystérieux, très secret. C'est l'homme vraiment du secret, mais il est infiniment moins que Giacometti. Giacometti est vraiment très secret, peut-être parce que c'est pas quelqu'un qui aime tellement parler de lui, au fond. Genet a beaucoup parlé de lui, malgré tout. Et alors, j'ai dit le moment, c'est qu'au moment où Genet rencontre Giacometti, il y a cette chose, c'est qu'on est en 1954, Genet n'écrit plus depuis à peu près 6 ans. En l'espace de... Genet écrit de façon irruptive, volcanique, je veux dire, il commence à écrire, il a 32 ans, en 5 ans, il a à peu près... il a écrit 5 romans, 2 pièces de théâtre, plus des textes qu'on découvre maintenant. Je veux dire, à une vitesse, il est capable de boucler un roman comme Querelle de Brest en 3 mois. Et puis 6 ans sans rien. Il faut dire une chose, c'est que d'une part, il y a eu le livre de Sartre qui a paru et qui a porté Genet dans la lumière, ce que Genet ne supportait pas. Et puis, d'autre part, il était sorti de prison et que, en sortant de prison, Genet n'arrivait plus à trouver un ancrage à l'acte d'écrire. Donc, lorsqu'il rencontre Giacometti, il vient de publier un petit texte qui s'appelle Fragments, où il conçoit maintenant, il dit, la façon dont il conçoit son œuvre, c'est une œuvre, il dit, de calcul qui doit absorber l'auteur, le monde, dissoudre son propre sujet, dissoudre ce qui a été à son prétexte. Et le premier texte de Fragments, ça a comme titre prétexte. C'est-à-dire l'œuvre doit devenir comme une sorte de ciel planté d'étoiles, mais sans relation directe avec le monde. Au fond, c'est le grand rêve de Mallarmé. C'est ça que poursuit Genet, parce que, au fond, comme il ne peut plus écrire à partir de la prison, et qu'il ne peut pas non plus écrire à partir de la société, du monde, il ne peut pas écrire à l'intérieur comme s'il était un écrivain comme un autre, il rêve d'une... Et au fond, ce qui se passe dans la relation avec Giacometti, c'est que Giacometti va détruire cette idée de l'œuvre sans ancrage du projet. Giacometti, au moment où Genet le rencontre, s'est détourné de l'œuvre. Il y a, dans la biographie que Catherine Grenier a consacrée à Giacometti, il y a un très beau passage où elle montre comment Giacometti se détourne de ce qu'elle appelle l'œuvre d'imagination pour se retourner vers la confrontation avec le modèle vivant. Et donc là, il y a quelque chose chez Giacometti, un passage qu'il accomplit et qui change complètement la donne de son œuvre. Et lorsque Genet rencontre Giacometti, il va faire la même chose. C'est-à-dire que Giacometti lui fait comprendre, sans le lui dire, parce que au fond, un artiste ne donne jamais de conseils à un autre artiste. Si un artiste peut aider un autre artiste, c'est seulement sans le faire exprès. Et sans le faire exprès, Giacometti lui montre l'importance et le primat même du modèle, c'est-à-dire de la réalité, le retour du réel dans son œuvre. Qu'au fond, l'idée d'une grande œuvre, voilà, le monde est fait pour aboutir à un beau livre, la phrase de Mallarmé, c'est le contraire de Giacometti. Giacometti, c'est jamais un artiste n'approchera de la merveille du monde, jamais un artiste n'égalera la beauté d'un visage. Le réel et la réalité, ce que Giacometti appelle la réalité, est toujours supérieur. Et là, Genet comprend lentement cela et son œuvre dévie. Il dira plus tard que pour écrire, il a dû se soumettre au réel, et à partir de cette rencontre, il écrit sur
les Noirs, la pièce Les Nègres, les paravents, les colonisés algériens. Plus tard, ça sera les Black Panthers, les mouvements noirs américains, les Palestiniens. Donc, toujours se retrouver, au fond, ce que Genet refait par la suite, ce sont des portraits. Un captif amoureux, c'est pas un portrait d'une seule personne, mais portrait des Palestiniens, portrait des Noirs américains, portrait des choses. Et là, Giacometti, c'est pour ça que j'ai parlé du moment, c'est que Giacometti lui permet de faire basculer son œuvre. On pourrait ajouter aussi, dans ce qui intéresse Genet chez Giacometti, ce qui chez Giacometti est fascinant chez Genet, il y a ce mot de Giacometti que Serena Bucolo, la commissaire de l'exposition, a rappelé dans son texte d'introduction, qui voyait aussi Giacometti en Genet un voyou. Et que ça l'intéressait. Et aussi la personne et la manière dont elle se comportait, ce que vous avez souligné aussi, Tahar, d'une certaine manière, en parlant d'un Genet menteur sublime. C'est un thème important. Et à l'inverse, Genet chez Giacometti, vous voyez aussi une forme de magicien. C'est un thème, la magie de l'œuvre, la métamorphose du monde dans l'œuvre qui comme un fil directeur dans l'atelier de Giacometti. On peut rappeler aussi quand même que dans cette rencontre, donc il y a effectivement chez Giacometti aussi l'importance du retour à la figure humaine, la confrontation au modèle, et Genet qui se souvenait d'avoir la petite chaise inconfortable qui lui faisait mal aux fesses. On s'en souvient, cette idée d'une confrontation au modèle a été importante pour les deux, d'un côté et de l'autre. Mais il y a quand même Sartre aussi dans la relation. Sartre qui a écrit La recherche de l'absolu, le premier texte qu'il écrit sur Giacometti en 1948 et qui aide à contribuer à sa reconnaissance. Et puis le Saint-Genet, martyr et comédien que vous avez mentionné, Albert. Vous, Tahar, vous avez connu Genet à un moment où il était plutôt dans le rejet de Sartre, auquel il associait Cocteau pour le soutien que les deux écrivains lui avaient apporté. Est-ce que vous pouvez apporter des éléments complémentaires sur ce qu'était Sartre dans les années 80 pour Genet et ce qu'il en disait de ses premiers contacts avec lui, peut-être? Alors, à l'époque, Genet, finalement, quand il est rentré du Proche-Orient, il est devenu un peu maniaque. Et pour lui, il y avait ceux qui aimaient qui sont solidaires des Palestiniens et les autres. Et Sartre, à l'époque, était un peu hésitant à cause de son amitié avec Claude Lanzmann. Il ne pouvait pas prendre position pour les Palestiniens, et encore moins Simone de Beauvoir. Et Genet, à ce moment-là, avait une rupture vraiment brutale et totale avec tout le milieu, avec Sartre. Cocteau était déjà mort, mais surtout avec Sartre et Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir n'a jamais été très proche d'elle, elle a toujours méprisé. Il était très misogyne en général, mais avec Simone de Beauvoir, il me disait à moi, elle a les pieds plats comme son cerveau. C'est très méchant. Mais bon, c'était des formules comme ça, lapidaires. Mais Sartre, j'étais avec Genet le jour de l'enterrement de Sartre, et je lui dis, ça te fait quoi, la mort de cet homme qui a été quand même important dans ta vie, quand même. Il me dit, il avait ses petits cigarillos Panthers. Il lance une bouffée de tabac, il me dit, tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu de fumée qui s'en va. C'est très méchant. Un peu de fumée qui s'en va. Mais vous étiez à l'enterrement, ça? Non, pas du tout. C'était la période. Tout à fait, oui. Oh, pas du tout, je ne voyais pas du tout aller à l'enterrement. Et c'est là où, la première fois, il me pose une question. Il me dit, est-ce que tu as lu le livre que Sartre m'a consacré? Et je lui dis, écoute, la vérité, je ne l'ai pas lu. Enfin, je l'ai commencé, je l'ai arrêté parce que j'aime pas, je préfère lire les gens plutôt que ce qu'on écrit sur eux. Il me dit, tu as très bien fait parce que c'est assommant. Et moi-même, je ne l'ai pas lu. Alors, je ne sais pas s'il l'a lu ou pas, j'en sais rien. Il mentait souvent. Mais il me dit, mais je ne l'ai pas lu. Mais alors, pour revenir quand même à Giacometti,
C'était pas une amitié avec Giacometti, c'était une rencontre, parce que lui, il n'avait pas le sens de l'amitié, ni de la fraternité, il n'avait pas le sens de ces concepts que nous avons, nous, l'amitié, la fraternité, la solidarité. Non, il était dans la passion et dans l'amour. Alors, je lui dis, écoute, Jean, je ne comprends pas. Tu as écrit dans une langue classique, très belle, magnifique, irréprochable. Et il me dit, oui, parce que pour sortir de prison, il fallait être absolument irréprochable. Alors j'ai dit, bon, très bien. Et on était dans son petit studio des frères Bouglione, près du métro Anvers, là, près de Pigalle. Et ce studio était dégueulasse, il y avait des briques de lait depuis toujours, enfin, jetées dans la baignoire. C'était vraiment dégueulasse. Et il me dit, tu vois cette chambre, elle est vraiment pourrie, elle est dégueulasse. Il dit, oui, elle pue. Il me dit, oui, tu as raison. Il me dit, mais si par exemple, je devais avoir quelque chose pour sortir de là et nettoyer cette chambre, eh bien, je la rendrais comme un diamant. J'ai aucune raison de le faire, donc je ne le fais pas. Il était comme ça. Mais en même temps, j'étais étonné qu'il soit revenu à l'écriture en 56, 57 avec Giacometti, parce que il avait divorcé avec l'écriture. Il avait fini avec tout ça. Ça faisait partie de l'époque du voleur, du voyou. C'était fini, il avait fait ce qu'il avait à faire. Et maintenant, il cherchait des causes à défendre. Comme a dit Albert, bon, il y a les Black Panthers, il y a les Kanzazuru, les Japonais, il y a bien sûr les Palestiniens. Et il en faisait une affaire absolue. Il n'y avait pas à discuter là-dessus. Pas possible. On pouvait pas. Alors, je me souviens d'un moment où le François lui demande, lui donne une page. On vous donne une page pour parler de votre œuvre et tout ça. Il lui dit non, je parlerai des Palestiniens. Évidemment, cette page n'a jamais existé. Il était comme ça, il était intraitable. Il dit je parlerai tout le temps des Palestiniens. Et je ne vois pas comment le texte de Giacometti se situe par rapport à ses combats. Parce que les textes, ce n'est pas un combat, c'est une admiration, c'est une découverte. C'est peut-être qu'il a vu dans le travail de Giacometti quelque chose que lui-même aurait aimé exprimer. C'est-à-dire cette espèce de détresse humaine, cette espèce de dépouillement total, ces êtres décharnés, ces êtres jetés dans l'exil, dans la détresse. Je crois que c'est ça. Je crois que j'exagère peut-être, mais je crois qu'il voyait en Giacometti celui qui est le mieux exprimé, ce que lui aurait voulu écrire, il n'a pas fait. Il y a au commun entre deux. Vous avez rappelé Albert, à quel point Giacometti a noué des relations nombreuses avec des écrivains. C'est un des artistes qui a été peut-être parmi les plus en contact avec des relations Dupin, Dubuchet, des relations très problématiques. Mais nombreuses. Vous savez ce qu'il a fait à Maribel, l'actrice? Non, moi je parle de Giacometti, pas de... Oui, non, mais il dit qu'il nouait il nouait pas des liens. Il utilisait les gens, c'est différent. C'est Genet, je parle de Genet. Mais Giacometti, quand il voulait s'amuser, il allait dans le bordel avec Beckett, pas avec Genet. Disons que Genet est peut-être moins intéressé parce qu'il y avait sur scène. Oui. Non, enfin, mais ils auraient pu aller se souiller la gueule. Genet ne buvait pas, il buvait de la bière. Mais Genet a dit aussi que Giacometti ne considérait pas Giacometti véritablement comme un ami, mais comme un artiste, oui. Comme la personne... alors, était-ce une amitié finalement ou pas? C'était fait d'admiration réciproque très, très profonde, une relation... Oui, mais pas l'amitié. Mais aussi, donc, malgré ces relations nombreuses des uns des autres, il y avait aussi une profonde conscience et un intérêt pour la solitude.
c'est présent dans l'œuvre de Giacometti, c'est présent aussi dans l'œuvre de Genet, et tous les deux étaient finalement, malgré ces relations, aussi de grands solitaires. Vous avez peut-être quelque chose à dire sur cette solitude chez Genet, mais chez Giacometti, elle est vécue, elle est omniprésente dans l'œuvre. C'est une solitude parmi tous les autres, mais une solitude profonde qui peut nourrir une angoisse, qui peut motiver une œuvre. Je crois que c'est un lien très fort qu'il y a eu entre les deux. Oui, d'ailleurs, je disais au début, au fond, Giacometti, l'homme qui ne bouge pas, et Genet, l'homme qui ne tient pas en place, mais en réalité, c'est peut-être la même chose. C'est-à-dire que Genet vivant à l'hôtel, donc sans ce qu'on appelle foyer, quoi, que ce soit celui de la cheminée ou de la famille, mais au fond, ce que fait Giacometti, peut-être avec plus de discrétion, c'est une chose aussi étonnante, c'est-à-dire qu'il habite son atelier. Or, on n'habite pas un atelier. Un atelier, c'est un lieu de travail. Et il aménage, à partir du moment où il se marie avec Annette, il aménage une chambre à côté, mais il n'y a pas de cuisine. Je veux dire que Giacometti vit 40 ans dans un endroit où il n'y a pas de cuisine. Et il y a, au fond, entre les deux, un point peut-être commun, c'est que tous les deux ont tenté cette expérience qui est infiniment difficile, qui est, au fond, ne pas habiter. Ne pas habiter. Et ne pas dépendre. Ne pas dépendre, mais oui, mais ils vendent leurs œuvres, il y a un lien économique, mais vivre dans la société sans y habiter. Ça, il faut du génie. C'est-à-dire qu'au fond, pour rester dehors, il faut avoir un pied dedans. Donc, ils sont artistes. L'un vend des sculptures, l'autre vend des livres. Mais ils restent dehors. Et là, il y a entre les deux un point qui est absolument étonnant, parce que quand on regarde de près la vie de Giacometti, c'est vraiment très, très étonnant. Quelle ruse il faut pour éviter, il arrive même à la ruse suprême, se marier sans créer sans que le mariage ne prenne, sans qu'il soit pris par le mariage, sans qu'il soit pris par le rapport social que cela entraîne. Voilà, c'est un combat de tous les jours. Giacometti le fait, Genet le fait avec son mode, c'est-à-dire éclat, refus, provocation, s'en aller. C'est un des gestes de Genet. Giacometti le fait à sa façon, de façon éteinte, de façon sans provocation, mais avec autant de rigueur. Et je crois qu'il y a peu d'exemples voilà, parler de solitude. Voilà, moi je dirais plutôt comment ne pas tomber dans le dedans de la société, rester dehors, voilà, habiter dehors. Comment fait-on? Voilà. C'est tellement évident pour Genet, mais pas tellement pour Giacometti, parce que Giacometti, il était dans son atelier, c'est vrai, il voyageait très peu, il était tout le temps en train de travailler, mais quand même, il faisait des concessions dans la mesure où il faisait des expositions, s'exposer, exposer, donner à voir son œuvre. Ce sont des concessions pour un artiste comme Giacometti qui était d'une absolue rigueur, et il avait un regard tranchant sur l'humain, sur l'humanité, et il ne pouvait surtout pas composer avec cette humanité. C'est ce qui fait que il y a là, on trouve les deux. Mais Genet publié. Oui, je sais, c'est la même chose. Il publiait, mais il était cynique. C'était difficile pour lui de publier. C'est pas pour rien que son dernier livre est publié un mois après sa mort, parce que au fond, publier chez Genet, c'était déjà un acte de compromission sociale. Mais en même temps, il parlait beaucoup d'argent. Bien sûr. Le film qu'il a fait, dont vous avez parlé tout à l'heure,
Je me souviens très très bien de cette époque. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce qu'il me disait à l'époque, il m'a donné 180 000 francs en francs. J'ai dit, c'est ça la raison? Il me dit, oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'envoie à tel et à tel de l'argent. Mais bon, si on revient sur le thème de la solitude, j'avais perçu dans La rue d'un seul, dont vous allez peut-être nous dire un mot maintenant, puisqu'elle est à Fès. J'ai fait un effet d'annonce, il va falloir y répondre désormais. J'ai perçu dans La rue d'un seul et également dans votre thèse de psychiatrie sociale la plus haute des solitudes, peut-être un intérêt, quelque chose qui passait dans l'œuvre de Giacometti, qui était d'un point de vue cette fois-ci thématique, non pas lié à la personne, mais davantage à l'œuvre, du côté de la solitude, quelque chose qui avait attiré votre attention. Alors peut-être que je me suis trompé. Non, tout à fait, parce que je suis parti de La rue d'un seul. Pourquoi? Parce que je suis né dans cette ville, Fès, qui a été fondée en 808, enfin au 9e siècle, et qui n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait effectivement des rues tellement étroites que deux personnes ne pouvaient pas passer en même temps. C'était tellement... Et on voyait un peu le ciel quand on passe, on voyait un peu un bout de ciel. Et je me suis dit, Giacometti certainement n'a pas visité Fès, mais ces rues étaient faites pour les statues de Giacometti. Elles peuvent se balader dans Fès sans aucun problème. Ces rues sont faites pour ces sculptures. Et c'est parti de là. Ensuite, effectivement, quand on analyse, quand on regarde les femmes ou l'homme qui marche ou même le chien, on voit cette espèce de dépouillement de l'être humain qui a été réduit à sa plus simple expression et qui a été miné, qui a été mangé par une énorme solitude. Et cette solitude, c'est pour ça que moi, j'ai fait un texte très subjectif, qui n'est pas du tout. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de l'art, je suis pas capable d'écrire sur les artistes, mais je donnais un point de vue très subjectif, très très personnel, grâce à Genet qui m'a introduit à Giacometti. Il m'a dit, lis ça et tu verras. Et j'ai eu ce rapport très très subjectif. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il y a la rue de mon enfance, il y a la voix de Billie Holiday, qui, elle, exprime aussi une très grande détresse, une grande solitude. Et puis, il y a la musique de John Coltrane, qui, elle aussi, en quelque sorte, rejoint la préoccupation de Genet et de Giacometti. C'est-à-dire, ça, c'est mon interprétation. Il se peut que j'ai totalement tort, et que si j'étais là, ils auraient dit « ça ne va pas ». Mais c'était comme ça que je percevais le travail de l'artiste Giacometti. À chaque fois que je découvre ces sculptures, ces objets, parce que j'ai eu la chance de voir une exposition à Lausanne il y a quelques années où il y avait toute la famille Giacometti, le frère, enfin Diego, le fils, le cousin, enfin ils ont tous exposé. Et et là on a vu Giacometti a fait des objets. Malheureusement, il n'y en a pas ici, des petits bureaux, des petites tables, des échelles qui sont chevettées, des trucs très, très, très curieux, qui ne sont pas dans son style qu'on connaît. Et donc, je me suis dit, cet homme exprime une humanité où moi, je me reconnais parce que moi aussi, j'ai essayé de l'exprimer, notamment dans La Pléiade des solitudes, qui est ma thèse, mais en même temps qui est mon travail en tant que psychothérapeute dans un centre d'hôpital où je m'occupais de travailleurs immigrés arrivés dans une grande détresse, une grande solitude qui faisait qu'ils perdaient toute affectivité et toute puissance sexuelle, qui était pour eux l'expression, la réponse la plus terrible de leur exil et de leur solitude. Et en même temps, je vois dans ce que vous dites, cette qualité que Genet avait perçue dans les œuvres de Giacometti, qui est, dit-il, qu'il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas, de gras, peut-on dire. Absolument, il n'y a pas le gras. Ça, c'est fondamental ce que vous dites là, parce que je me souviens, quand je donnais à Genet un de mes manuscrits à lire, je ne le donnais pas parce que je voulais le lire, c'est lui qui me demandait, parce que jamais je n'oserais le donner. Alors, je me souviens, il prenait le manuscrit, il faisait comme ça.
lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'enlève les adjectifs. Je sais pourquoi. Il me dit, il faut qu'il n'y ait pas de gras. Il faut que dans ton texte, il y ait l'essentiel. Pas d'adjectifs, pas des trucs, pas des répétitions, etc. Et c'était la meilleure critique que j'ai eue jusqu'à présent. C'est-à-dire que finalement, il était obsédé par ça. Et chez Giacometti, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas un truc qui dépasse. Il n'y a pas... Si, tout dépasse, mais en même temps, il n'y a pas de redondance, il n'y a pas d'évidence en même temps, parce qu'il va vers l'âme profonde de l'être humain. Ce sont des âmes qui circulent, ce sont des fantômes et des âmes qu'il a sculptés. Et Genet avait... Alors, il y a le texte de Genet sur Rembrandt, qui est très étrange. Mais ça, tu peux nous en parler, parce que entre Giacometti et Rembrandt, il y a vraiment un monde. Et Giacometti a fait un texte sur Rembrandt. Il commence par, il est dans un train, il est en face d'un autre homme, et il dit, cet homme, c'est toute l'humanité qui est en face de lui. Et ça, c'est un texte sublime. On peut dire quelque chose, oui, des textes de Genet sur les artistes, puisque, outre Giacometti et Rembrandt, ils sont très peu nombreux, et j'y pense, je pense à aucun, en fait, en parlant. Il a écrit un petit texte sur Franz Hals, un autre sur Manet, mais c'est des toutes petites choses. Et qu'est-ce qui ferait, parce qu'il me semble que la relation avec Giacometti là s'illustrait dans le fait que le texte est d'une importance capitale pour Genet. L'anecdote de la personne vue dans le train dans lequel il se projette, il l'évoque très brièvement également dans l'atelier de Giacometti. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette relation qui a abouti à ce texte très particulier sur lequel on va pouvoir revenir désormais, parce qu'il prend à un moment donné une forme dialogique presque théâtrale. Il est fait de moments introspectifs de la part de Genet. Il y a un rapport direct à l'œuvre. Comment est-ce que vous le situez dans les écrits de Genet sur l'art, dont on comprend donc qu'ils sont peu nombreux, et comment est-ce qu'on l'explique dans le corpus operis de Genet? Bon, alors, moi je dirais, au fond, il y a une chose qui a évidemment beaucoup frappé Genet dans son rapport à Rembrandt. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'au fond, on se dit, Genet, comme ça, facilement, on se dirait, au fond, s'il y avait un auteur contemporain vers lequel il aurait dû se tourner, c'est pas Giacometti, c'est Bacon. Bacon, le peintre de la sexualité, de la couleur, de la violence. Et en fait, non. Comme quoi, on n'est jamais sûr avec les artistes ou avec les écrivains. C'est Giacometti qu'il choisit. Il connaît Bacon, il va visiter une exposition avec lui, il trouve cette œuvre formidable, mais pas un mot sur Bacon. L'autre peintre, il choisit Rembrandt, mais on se dit à cette époque, il y avait un autre peintre qui aurait pu être beaucoup plus proche de Genet, c'était le Caravage. Pas un mot sur le Caravage, pas un mot. Rembrandt. Voilà, ça c'est quand même assez frappant, c'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'il y a aussi une chose, les artistes, les écrivains, les gens, ne vont jamais nécessairement vers ce qui est le plus proche d'eux. Ils vont vers l'endroit qui leur est inconnu et où ils vont apprendre quelque chose. C'est ça une rencontre. Il y a le mot contre dans rencontre. Hein. C'est pas simplement, c'est pas un mot simple, hein, le mot rencontre. C'est on se cogne, on va vers ce qui vient à votre rencontre. Il y a quelque chose qui fait que la vraie rencontre, elle se fait toujours en partie contre soi. Sinon, c'est trop facile. Ben, c'est ça ce qui est extraordinaire, parce que nous, quand on voit Caravage, quand on voit le travail extraordinaire de Caravage, on pense à Genet. Bacon, un peu, pas toujours. Mais c'est pas son truc à lui, c'est pas du tout ça. C'est comme l'homosexualité. Il a toujours refusé d'en parler. Un jour, je lui dis, mais enfin, il y avait des malheureux jeunes gens qui avaient une revue, ils voulaient absolument avoir une interview avec lui, il lui refusait, il me dit que c'est pédé, m'emmerde.
Je lui dis, mais enfin quand même, c'était l'époque où quand même on se battait pour que les homosexualités soient reconnues, etc. Et il me dit, ça m'emmerde, tu vois, j'ai les yeux bleus, c'est ça. Je suis homosexuel comme j'ai les yeux bleus. Je suis pour rien. Il m'emmerde plus. Il était comme ça. Donc c'était quelqu'un qui avait des positions extrêmement injustes, très injustes avec... on pensait, justement, moi j'aurais pensé qu'il écrirait un texte sur Caravage, mais non. Caravage, c'est un peu son doublon, c'est un peu lui. Et pourtant, c'était extraordinaire le travail de Caravage. Et Bacon, je comprends un petit peu, parce que évidemment, c'est une autre dimension et une autre façon de voir le monde. Mais maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi il est allé vers Giacometti. C'est ça. On comprend que finalement, il y a une... C'est pas qu'il y a une intimité entre eux. Il y a plus que ça. Il y a une fraternité, c'est le mot qu'il n'aimait pas, mais quelque chose qui est au-delà d'eux. Et c'est pour ça qu'ils disent la même chose, sauf que ce n'est pas visible. Quand on voit Giacometti, on ne pense pas à Genet. On pense au Caravage, on pense à Bacon. Il y a aussi, vous vouliez ajouter ? Il y a aussi un intérêt pour la figure humaine concentrée dans le visage. Genet en parle quand il parle de Giacometti. Il y a cette expérience donc, dans le train qui est face au visage d'une personne dont j'ai cru voir d'ailleurs un écho dans Genet, menteur sublime, de votre propre expérience face à un travailleur dans le métro, cette expérience de la confrontation à l'autre immédiate. On a parlé de la pause dans l'atelier, qui était une expérience partagée. Il y a tout de même cet intérêt pour la figuration, pour la figure humaine, qu'on retrouve certes chez Bacon d'une manière évidemment violente. Peut-être que chez Giacometti aussi, cette question de la violence, elle est présente dans la figure humaine. Mais chez Genet, Genet, c'était obsessionnel. Ça se réduisait aux combattants, à ceux qui sont dans la différence absolue, à ceux qui n'ont ni terre ni famille. C'est-à-dire que lui, si on peut faire une lecture d'Un captif amoureux, et ça je crois que Albert le sait, moi je l'ai déjà dit, le captif amoureux c'est quoi? C'est l'histoire de Hamza. Hamza, c'est un Palestinien qu'il avait connu quand il en 72-73 visitait les camps. C'était un jeune homme et Genet avait dormi chez sa mère et le matin, elle lui a fait des crêpes, elle lui a fait manger et il s'est réveillé et Hamza était parti. Et tout le captif amoureux est à la recherche de cet homme, de ce combattant. Est-il mort? Est-il toujours vivant? Et c'est le seul personnage qui l'a intéressé, c'est Hamza. C'est cet homme parce que c'est un combattant, parce que c'est quelqu'un qui est dans la lutte contre une injustice. Mais l'être humain en tant que simple voisin, il n'en avait rien à faire. Parler des combats politiques, il y a quelque chose de fascinant chez Genet, je trouve, c'est quand tu parles de la lutte, il ne parle pas simplement des idées, il est fasciné par le corps des combattants, il parle quand il parle des Black Panthers, quand il parle des Fedayeen, quand il C'était un peu de provocation, parce qu'il savait très bien qu'on allait lui dire « Oui, tu aimes les Palestiniens parce qu'ils ont un beau corps », mais ça, ils s'en foutaient, non, mais il avait... Oui, non, mais ça, c'était un peu la provocation. Il a quand même réussi à réintégrer ce qui est exclu du discours politique, c'est-à-dire la sexualité. Il a réintégré cela à l'intérieur du discours. Il dit, c'est vrai que mais là, il faudrait... C'est une autre réflexion. C'est une réflexion aussi sur la question de la beauté chez Genet. La beauté des Palestiniens, la beauté des Black Panthers. Mais en même temps, il dit... comment dire, c'est une... Il y a peut-être, et sur ce point, peut-être qu'il retrouve aussi quelque chose de ce qui serait quelque chose de l'esthétique de Giacometti, c'est-à-dire la beauté, non pas la beauté donnée, la beauté tout de suite comme ça, qui est dans les choses, mais la beauté qu'on fait ressurgir de
je ne sais pas comment dire, par exemple, il ne va vers les mouvements il ne soutient les mouvements que lorsqu'ils sont désespérés, au moment où ils ont tout le monde contre eux. Je veux dire, il n'y a pas il est sollicité par beaucoup de mouvements, mais il ne soutient au fond, en gros, que les Palestiniens et les Black Panthers. Et au fond, ce sont des mouvements qui sont, à l'époque où il les rejoint, écrasés. Je veux dire, il arrive en Jordanie au moment où l'armée jordanienne est en train de décimer les Palestiniens. Et ce qu'il cherche à voir, c'est la beauté de ce qu'il appelle la gaieté qui n'espère plus. C'est-à-dire le moment où, dans le désespoir absolu, la révolte permet de donner aux gens une forme de rayonnement. Voilà, la gaieté qui n'espère plus. Ce moment où il parle par exemple de la guerre, quand il parle de la guerre d'Algérie, dans 4 heures à Shatila, il y a un passage formidable. Il dit, avant la guerre d'Algérie, les Algériens à Paris, comment dire, raser les murs, baisser les yeux, étaient honteux, étaient sombres. Au moment où la guerre d'Algérie a commencé, brusquement, les Algériens à Paris sont devenus beaux. Parce qu'ils levaient le regard, parce qu'ils étaient habités par quelque chose qui leur donnait une existence. Et au fond, ce moment où, à travers comment dire, le moment où la révolte, où la fierté vous donne une beauté, à ce moment-là, c'est ça la beauté qu'il recherche. Là, on a un peu quelque chose, au fond, il disait, parlait de Monterland, qui était un auteur dont on parlait beaucoup à l'époque. Il disait, Monterland, il fait de la beauté avec des choses belles. Des ruines romaines, des choses comme ça. Lui, il fait de la beauté avec des choses, voilà, il dit réputés viles, quoi, les objets, les sentiments, les êtres. Et peut-être qu'on trouve aussi chez Giacometti quelque chose du même ordre. Moi, j'ai adoré une chose chez Giacometti, c'est, je sais pas, je crois que c'est dans la biographie aussi que je l'ai lu, ou alors dans l'exposition qui avait été faite au musée Picasso, le fameux chien de Giacometti, qui est un chien qui est, voilà, qui la queue basse, qui est tellement maigre qu'on dirait qu'il va mourir dans l'heure. Et en fait, le modèle de ce chien, c'est le lévrier afghan de Picasso. C'est-à-dire un chien d'une beauté formidable, superbe, et Giacometti fait le portrait du chien et il le transforme en... Il le réduit à la Giacometti. Voilà, il le giacomettise. Et là, il y a quelque chose, je trouve, une revanche de Giacometti sur le lévrier afghan de Picasso qui est formidable. Et c'est vraiment une réflexion sur la beauté. Juste un mot sur le retour de Genet au Proche-Orient lorsqu'il va à Sabra et Shatila avec Leila Shahid. Il revient avec un texte extraordinaire où il ne parle plus de beauté à ce moment-là, parce que c'était tellement horrible qu'il est revenu avec peut-être le témoignage le plus fort qu'on ait lu sur cette tragédie. Et je me souviens, au moment où il a pris la décision de partir très très vite, et je l'ai vu à son retour, et il était changé. Et c'est là où il était vraiment dans une colère absolue. Il ne parlait plus de beauté des Palestiniens, il parlait seulement de la tragédie, que vivent les Palestiniens. Pour ajouter sur le chien, Genet le présente comme une confidence que lui fait Giacometti. Alors c'est en fait une confidence qu'il a fait à plusieurs, mais le chien, c'est moi. C'est le mot de Giacometti, pour prolonger la remarque. Il y a quand même dans ce que vous dites là, de Genet un intérêt pour la transformation. C'est-à-dire que la création
produit dans l'acte de transformation du réel, qu'il soit... Alors, je dirais plutôt chez Giacometti, en fait, le trivial, le banal du quotidien, plus que quelque chose qui est de l'ordre du rebutant, ce qu'on va peut-être trouver davantage chez Genet, mais disons, donc une transformation que Genet perçoit chez Giacometti, lorsque dans leur échange ils évoquent les prostituées que Giacometti voit dans la rue, dit Giacometti, transcrit par Genet, une prostituée c'est une poule, mais quand elle est dans la pièce avec moi, c'est une déesse. Et ce regard de transformation, que le terme est employé par Genet, quasi magique, Genet le voit à l'œuvre aussi dans les sculptures qui deviennent plus réelles que la réalité en quelque sorte. Est-ce qu'on peut continuer sur cette idée de transformation? Est-ce qu'il y a des échos ailleurs chez Genet, ou est-ce que vous voyez quelque chose chez Giacometti de l'ordre de cette transformation? Chez Genet, il avait une relation à la beauté physique extrêmement précise. J'étais étonné tout à l'heure en voyant la photo avec Abdallah, la ressemblance avec Mohamed, son dernier compagnon, que j'ai bien connu, et qu'il a ramassé dans la rue à Fès. Il dormait sur un trottoir, comme un SDF, comme ça, parce qu'il avait déserté l'armée. Et Genet va le réveiller et le prendre avec lui et en faire, pas un ami, mais un amant problématique. Parce que c'était une relation que malheureusement, moi, j'ai vécu jour pour jour, parce que j'étais tout le temps là. Et j'avais la version de Mohamed, la version de Genet. Il y avait des histoires atroces que je raconte dans le livre, mais en même temps, Mohamed, il y avait une telle ressemblance avec Abdallah physique, et je me disais, ça va mal se terminer cette histoire, et ça s'est très mal terminé effectivement par la mort de Mohamed dans un accident de voiture avec l'argent de Genet. Et ça, c'est quelque chose. Et je disais que lorsque son ami j'oublie son nom toujours. Non, celui qui est en Grèce, le peintre. Jackie, oui, Jackie, il apprend la mort de Mohamed dans un accident de voiture entre Rabat et Casa. Et il me dit, Genet était déjà mort, et il me dit, j'ai très peur. Parce que il y avait une relation avec cet homme, un jour, j'arrive chez lui et je trouve les trois anciens compagnons. Il y avait Ahmed, qui s'occupait des chevaux en Espagne. Il y avait Jackie, il y avait Mohamed. Et à un certain moment, il ne supportait plus. Il est sorti, il les a laissés tout seuls. C'est un personnage assez contradictoire en permanence, et très difficile à définir. Même ses relations avec Giacometti, moi, je n'arrivais pas à le faire parler. Il sous-estimait tout, il traitait tout par un geste, comme ça. Comme ça. Et c'est à nous de faire le travail, de savoir ce qui s'est passé, ou ce qui est réellement le sens de cette relation, pourquoi il a posé pour Giacometti. C'est ça ce qui est extraordinaire. Pourquoi il a accepté de s'asseoir sur une chaise inconfortable et de poser pour cet artiste qu'il connaissait très peu. Pourquoi? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Moi, je ne sais pas pourquoi. Oui, il détestait poser, mais il a posé. Moi, je dirais, il y a une chose qui m'a, pour parler de cette relation, qui me paraît peut-être le plus profond, mais qui est encore difficile à penser. Il y a une chose qui m'obsède dans cette relation, et elle vient d'une phrase que Genet dit en passant dans l'atelier d'Alberto Giacometti. Il dit « Giacometti me dit qu'il a été très heureux quand il a su que son opération, après un accident, le laisserait boiteux. » Donc là, il fait allusion à l'accident
avec une voiture qui passe sur son pied en 1938, comme ça, dans ces années, où Giacometti perd un peu de son usage, et donc il utilise une canne et il boite durant toute sa vie. Et c'est quand même étrange cette note que Genet prend à ce moment-là, où Giacometti dit que, au fond, il a été très heureux de boiter. Et c'est curieux parce que quelques années plus tôt, il a fait une sculpture qui s'appelle « Figure boiteuse en marche ». Donc, on a la question du boitement est profonde chez Giacometti, et donc Genet le note. Et puis, effectivement, Genet, par la suite, peut dénigrer Giacometti. Quand Giacometti meurt à Paris, il ne va pas à l'enterrement. Mais il se trouve que, beaucoup plus tard, alors qu'ils ne se voient plus depuis des années, Genet et Giacometti, Genet, il y a un accident, il se brûle le talon en dormant trop près d'un réchaud. Il prenait des médicaments pour dormir, du Nambutal, et donc c'était il se brûle le talon. Il marche difficilement et pendant quelque temps, il utilise une canne. Je me souviens que j'avais vu Paul Thévenin, qui était la grande presse d'Artaud, qui était beaucoup aussi occupé de Genet, qui m'avait dit Genet utilisait sa canne et puis il avait du mal à la lâcher. C'est-à-dire qu'il n'avait plus besoin de sa canne, mais il l'utilisait quand même. Et quand on voit les photos, par exemple, des paravents, de la première des paravents à l'Odéon, la fameuse bataille des paravents, on voit Genet avec sa canne. Or là, on est en avril 1966. C'est exactement l'année où Giacometti est mort. Et je me demande, c'est 66, c'est ça, non 66. Et je me dis, c'est quand même étonnant, qu'est-ce qui s'est passé là pour que le boitement de Giacometti soit passé à Genet au moment où Giacometti meurt. Alors on voit bien qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est en jeu dans le boitement. Marcher sur deux terrains en même temps. C'est aussi le refus de l'allure conquérante, de l'assurance. On boite. Mais c'est aussi assez extraordinaire de penser que le sculpteur de l'homme qui marche était quelqu'un qui boitait. Et là, je trouve que peut-être ce qu'il y a de plus profond entre eux, c'est ce passage de la canne, qui est peut-être la seule chose dans l'atelier qui manque, dans la reconstitution de l'atelier, c'est la canne de Giacometti à côté de son imperméable. Mais là, on voit bien que quelque chose passe de l'un à l'autre, et au fond, Genet n'avait pas besoin d'aller à l'enterrement ou de célébrer Giacometti. Il emprunte son boitement. Voilà. Oui, il ne va pas à son enterrement parce que Genet n'a aucun sens de l'amitié. Il le disait lui-même. C'est quoi ces conneries? Il avait la notion de passion, d'amour, mais pas d'amitié. Or, avec Giacometti, c'était peut-être une amitié et encore une rencontre, et pas plus. L'enterrement s'est fait en Suisse. L'enterrement s'est fait en Suisse. Et Genet trouvait que la Suisse était un pays trop blanc pour lui. Il disait que les gens étaient blancs, les montagnes étaient blanches, les conversations étaient blanches, et donc, mais il allait aussi en Suisse. Oui. C'est amusant ce blanc, ceci dit, parce qu'il observe dans les dessins de Giacometti ce blanc très particulier du papier que la blancheur défend, dirait Mallarmé, mais parce qu'il voit aussi, comme Mallarmé, dans la blancheur du papier des dessins de Giacometti, les diamants
du trait, le trait acéré. Il y a quelque chose qui se dit quand même. Si je pouvais ajouter une chose, c'est que le dossier de Genet à l'assistance publique a été ouvert récemment. Et donc, dans un des papiers qu'on a retrouvé récemment, on a brusquement la mère interrogée au moment où elle demandait un peu d'argent pour arriver à survivre. Elle livre le nom du père de Genet, par incidence. Et Genet, le père de Genet s'appelait Blanc. C'est-à-dire que Genet, qui a toute sa vie été contre ce qu'il disait. Mais il n'a pas su. Les Blancs, contre les règles blanches. Non, il n'a jamais su ça. On ne sait pas exactement ce que Genet a... Genet a dit que quand on lui a proposé de lui ouvrir son dossier une fois célèbre, il a répondu « c'est trop tard ». Et effectivement, mais aujourd'hui on sait qu'au fond, Genet portait le nom de son pire ennemi. Une belle idée. Bon, je vois que l'heure avance. Je suis un peu attristé de devoir peut-être venir. On peut continuer comme ça. Je voulais quand même revenir sur une remarque que vous avez faite sur l'atelier d'Alberto Giacometti vu par Jean Genet. Et puis vous, Albert Deschi, dans votre très beau texte sur l'atelier, sur la poussière. Cet élément insignifiant, mais auquel Giacometti tenait beaucoup, comme si l'ensemble de son atelier tenait dans l'équilibre de la poussière qu'il contenait. L'épisode auquel vous faisiez référence tout à l'heure, c'est cette sculpture que Genet va dénicher sous une table de l'atelier. Il en parle dans l'ouvrage, et il dit que c'est finalement la plus belle pour lui. Il emploie un terme dans Giacometti répond, c'est joli, qui me fait penser un peu au c'est rigolo de Genet. Il y a là une réaction assez. Ouais. Et dans cette attention aux petits détails, l'un à l'équilibre de son atelier, donc dans ce poussière qui correspond aussi, comme vous le dites très bien, au gris poussière, c'est-à-dire aussi à une nuance qui n'est pas dans l'excès, mais dans la mesure. Quelque chose de très, très important, je crois, qui se dit de la création, dans le processus créatif de Giacometti. Et dans le geste de Genet d'aller dénicher cette sculpture, en même temps, une profonde attention à ce fait-là. C'est quelque chose qui est subliminal dans le texte, peut-être, mais qui est, je crois, assez important. Qu'il utilise un terme qui n'est pas très, très Genet, c'est déesse. Il faut parler de cette sculpture sous la table. Une déesse, alors que vraiment... C'est peut-être ironique chez lui, hein, je ne sais pas. Albert doit savoir mieux que moi. C'est vrai, c'est pas son style, c'est pas son vocabulaire, le mot déesse. Non, c'est vrai. Mais... Ni princesse, d'ailleurs. En même temps, Genet lui-même le souligne, comment dire, la figure de la mère chez Genet, qui est à la fois la figure... absente, qui domine toute son œuvre. Elle est une sorte de déesse. À la fois, il dit que s'il l'a rencontrée dans la rue, il lui cracherait au visage, puisqu'il est un enfant abandonné, mais il dit en même temps qu'elle a été la plus chérie de toutes les mères. Donc elle est une forme de déesse, et dans ce rapport, au fond, je dirais peut-être, il y a entre deux quelque chose dans le rapport aux femmes, qui est assez compliqué dans les deux cas, étrange, bizarre, qui est pas très... mais il y a un rapport comme ça chez Genet qui, au fond, la figure qui a été peut-être qu'elle est la plus importante de toute son œuvre, la mère absente. Et il y a déjà on n'a qu'à regarder les sculptures des femmes de Venise pour voir à quel point elles sont à la fois présente et absente. Je veux dire il y a quelque chose de l'ordre des déesses. Je comprends qu'il utilise ce mot. Mais la poussière, pour revenir à ça, je pense qu'il y a ça chez... au fond, il y a cette phrase que Genet relève qui est très belle. Il dit Giacometti respecte à ce point toutes les matières qu'il se fâcherait si Annette détruisait la poussière des vitres. Et
c'est très beau parce qu'on voit que brusquement, là, il y a un rapport moral à la poussière. C'est la plus décriée des matières. Et Giacometti doit savoir, lui qui travaille sur le dur, c'est un sculpteur, il doit savoir qu'en même temps, il y a un rapport entre la poussière. Il fabrique la poussière, de toute façon. Oui, mais c'est. Et puis la poussière, il faut dire aussi, c'est aussi quelque chose. La poussière, c'est la mort aussi. Hein. Voilà, on retournera à la poussière. Et donc, mais il y a un rapport entre la poussière des vitres qui ne veut pas enlever et les sculptures qui donnent comme s'il avait besoin des unes pour faire les autres. Et puis, moi, je pense aussi que Genet a trouvé chez Giacometti au fond, dans ce lieu que Giacometti invente et qui est incroyable, qui est l'atelier. Moi, je suis tellement heureux de voir qu'il est reconstitué ici. C'est un lieu incroyable parce qu'il est à part. Au fond, on est au centre de Paris et on est dans une sorte de banlieue. Je disais là, j'ai beaucoup parlé de la couleur grise dans ce texte parce que c'est la couleur de Giacometti au fond. Lui-même est tout le temps habillé en gris. C'est l'adjectif qui revient le plus souvent dans le texte de Genet, la couleur grise. Et la couleur grise, c'est une couleur qui était absente de l'œuvre de Genet. Les romans de Genet sont des romans de flamboyance. C'est un auteur baroque, Genet. C'est un auteur où les couleurs sont tranchées, vives, éclatantes. Et brusquement, alors qu'il est à la recherche d'une piste pour écrire, Giacometti lui enseigne, au fond, il lui enseigne la couleur grise. Il lui enseigne un espace, au fond, qui n'est pas comme celui que Genet avait construit pour écrire ses premiers livres, c'est-à-dire Genet écrivait en prison, donc dans un retranchement par rapport au monde, contre le monde. Il écrivait contre la société. Et Giacometti lui apprend qu'avec la couleur grise, qui est un espace qui, à la fois, le gris ne s'oppose pas au monde. Le gris fusionne les couleurs, dissipe les contours, crée une sorte de rapport sur les frontières indistinctes. Hein. La chanson grise de Verlaine, c'est ça, l'indistinct au précis se joint. C'est-à-dire l'indistinct. Et brusquement, il lui apprend qu'on peut trouver un espace ou inventer un espace qui n'est pas un espace contre le monde, mais qui est un espace hors du monde, mais un espace hors du monde qui accueille jusqu'à ces matières les plus viles et les plus méprisées, comme la poussière. Mais c'est la mort, c'est tout à fait ça. C'est absolument le. Mais c'est une mort où on peut être vivant. Je veux dire, il a vécu dans cet espace. Il a cultivé cela parce que, effectivement, l'obsession de la mort chez Giacometti est évidente. On raconte dans un de ses livres ses cauchemars. Il avait beaucoup de mal à dormir. Il était obsédé par ça. Et je pense que lorsque Genet remarque la poussière, il remarque cette obsession de la mort. Et la poussière, c'est la mort. Vous le rappelez aussi, Albert, je ne sais plus si c'est dans ce texte-là ou dans un autre, mais que Genet travaillait à ce moment-là, lorsqu'il rencontre Giacometti en 1954, à un écrit qui n'aboutira pas, mais qui s'intitule La mort. Et que ce thème, Serena Bucalo l'a mis au cœur de l'exposition pour une raison. C'est un thème omniprésent, omnibulant peut-être même chez les deux artistes à ce moment-là. Bon, on terminera. Une tentative de suicide, non, on ne peut pas oublier ça. Après la mort d'Abdallah, il fait une tentative de suicide.
Voilà, je crois qu'après avoir évoqué la mort, on doit s'arrêter. On s'arrête, il y a la vie. Au moins momentanément. Le temps peut-être de... Et... où les morts nous attendent. Pour laisser peut-être la parole à l'assistance, s'il y a quelques questions, on a peut-être, si on est d'accord, le temps d'en prendre une ou deux, s'il y en a, sinon... Oui. Voilà, j'ai compris que le texte est une commande de la Galerie Mag. Et est-ce qu'il y avait d'autres, il y a des brouillons, il y a d'autres, vous savez quelque chose sur la genèse de ce texte, dans comment ça a été écrit, s'il a changé d'idée, pouvez-vous nous dire un peu plus là-dessus? Effectivement, c'était une commande de la Galerie Mag, mais on a la chance d'avoir ici les manuscrits de ce texte qui sont dans l'exposition et donc qui ont été rachetés par la Fondation Giacometti. Il n'y a pas beaucoup d'autres textes autour de cela, c'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas ce qui reste d'un ensemble plus important. Il existe d'autres petits textes. Il y en a un, par exemple, dans Un captif amoureux, il y a une page superbe de Genet sur Giacometti, ce qui montre d'ailleurs que jusqu'à la fin de sa vie, puisque le texte est écrit dans les derniers mois de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, Genet garde une admiration très vive pour Giacometti. On a dans des petits brouillons, il y a un très beau texte quand il découvre la mort de Abdallah dont tu parlais, Tahar. Il regarde qu'il écrit juste après avoir reconnu le corps à la morgue, où il compare effectivement le corps à une sculpture de Giacometti, mais c'est à peu près tout ce qu'on a. On sait que sur Rembrandt, en revanche, ce que nous avons ne sont que des fragments et qu'il existe peut-être, on ne sait jamais, peut-être que ça ressort un jour chez un vendeur d'autographes ou de manuscrits, un texte plus complet. Et là, on verra. Mais le Rembrandt fait partie aussi de l'époque où Genet a tenté de déchirer toute son œuvre et de la brûler après la mort de Abdallah. Et donc, il y a des choses qui ont peut-être disparu à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez, une question. Alors, bon, donc la question porte sur la religion. Ces événements, j'en ignore à peu près tout. Pour moi, Giacometti est protestant, né en Suisse. Donc, les éléments que vous mentionnez, je peux les commenter, mais... La seule chose dont j'étais témoin, c'est Genet qui a écrit un texte magnifique sur la cathédrale de Chartres, dans l'Humanité. Et oui, elle. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est un peu toujours la provocation. Mais il y avait autre chose. Il avait quand même un respect religieux de la langue française. Absolu. Et ça, c'est quand même très, très bizarre. Il y avait une autre question, monsieur? Oui, vous avez parlé de Yann Arendt tout à l'heure. Bon, moi, je connais le livre où il décrit toutes ces séances de pause, mais il me semble que vous avez dit qu'il y avait deux écrits de lui. Et c'est quoi le deuxième? Alors là, je ne sais plus. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Avec Giacometti,
Et il y a un autre qui est chez le même éditeur, chez Alia, qui est peut-être Dialogue avec Giacometti, là, je ne sais plus. Voilà, Dialogue, voilà. Et qui sont de très beaux livres. Oui, parce que ce qu'on n'a pas rappelé, c'est que vous mentionnez les photos tout à l'heure d'Alberto Giacometti et Jean Genet dans leur atelier. Elles ont été prises par le philosophe japonais Isaku Yanahara, qui était lié d'une amitié profonde avec Giacometti et qui a donc été témoin, un des témoins de cette rencontre dans l'atelier. Effectivement, les textes de Yanahara sont très beaux et de premier ordre. Bien. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci Albert Dichy, merci Tahar Ben Jelloun de votre contribution.